En France, Félicien Kabouga a été présenté au Parc général de Paris dans l'après-midi en prélude au débat sur sa remise à la justice internationale. Il a été arrêté samedi après 25 ans de cavale, le présumé financier du génocide. Les Burundais votent ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Le scrutin marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 et qui ne se représente pas. Le président malien Ibeka vient de gracier 400 détenus dont le prêcheur Doumbia. Ce dernier avait été arrêté en février pour ses propos faisant apologie aux chefs djihadistes Yad Agali et Amadou Koufa. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Félicien Kabouga a été présenté au Parc général de Paris dans l'après-midi de ce mardi en prélude au débat sur sa remise à la justice internationale. L'homme a été arrêté samedi après 25 ans de cavale, le présumé financier du génocide rwandais. 3 jours après son arrestation en banlieue parisienne, Félicien Kabouga, 84 ans, a été transporté à la mi-journée de la prison de la Santé où il est détenu jusqu'à la cour d'appel de Paris. Là, il était présenté à une avocate générale qui doit lui notifier le mandat d'arrêt du mécanisme international, la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Kabouga est mis en accusation par cette entité pour notamment génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. À l'issue de cette étape, Kabouga doit comparaître devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, chargée de vérifier la validité de ce mandat et d'émettre un avis favorable ou non à sa remise au MTPI. Elle devra aussi statuer sur son maintien ou non en détention. L'audience devrait se tenir mercredi ou le 27 mai si la défense demande un délai. La Chambre aura ensuite 15 jours pour se prononcer. En cas d'avis favorable à cette remise, Kabouga pourrait encore se pourvoir devant la Cour de cassation, qui aura 2 mois pour statuer. En 1994, Félicien Kabouga appartenait au cercle restreint du président rwandais Juvenal Habyarimana, dont l'assassinat le 6 avril 1994 allait déclencher le génocide. Les Burundais votent depuis ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19. Le scrutin marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Mais cette fois, l'homme ne s'est plus présenté. Les Burundais ont commencé à voter ce mercredi dans une élection tendue pour remplacer le président Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. Le scrutin se tient en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne électorale tendue. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes peu après 6 heures et doivent fermer à 14 heures. La présidentielle oppose notamment le général Évariste Ndayishimiye, le dauphin désigné de Pierre Nkurunziza, au chef de l'opposition Agathon Rwasa. Le futur président élu pour un mandat de 7 ans sera investi en août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Ce dernier, élevé au rang de guide suprême du patriotisme en février par l'Assemblée nationale, va rester le président du Conseil des sages du parti, l'organe qui en prend les décisions les plus importantes. Pierre Nkurunziza s'est vu octroyer plusieurs avantages. Il aura un logement privé financé par l'État, un salaire à vie et un titre officiel. Le nouveau président du Burundi devra également le consulter sur des questions d'importance nationale. Le scrutin, abrité par une commission électorale accusée par l'opposition d'être acquise au pouvoir, va se dérouler à huis clos. Et pour cause, le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine. Outre leur président, les quelques 5,1 millions de Burundais sont également appelés à choisir députés et conseillers communaux. Ces derniers désigneront en juillet les membres du Sénat. En ce qui concerne les résultats provisoires, ils sont attendus lundi ou mardi prochain selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante.
Dans le cadre des mesures anti-Covid-19, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient de gracier 400 détenus, dont le prêcheur Doumbia. Ce dernier avait été arrêté en février pour des propos faisant l'apologie au chef djihadiste. La présidence malienne a indiqué ce mardi que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a gracié 400 détenus pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Parmi les personnes graciées figure le prêcheur Bandiougou Doumbia, arrêté en février pour des propos faisant notamment l'apologie des chefs djihadistes Iyag Ag Gali et Amadou Koufa. Il avait été condamné début mars à 2 ans de prison. Expliquant que cette grâce se faisait dans le cadre du désengagement des prisons face au Covid-19, le ministre de la Justice Malik Koulibaly a affirmé que tous ces détenus graciés étaient libérables en janvier 2021, excepté Bandiougou Doumbia. Toutefois, aucune précision n'a été fournie sur le profil des autres détenus bénéficiant de la grâce. Avant le Mali, plusieurs autres pays à travers le monde et en Afrique, dont le Burkina Faso, le Niger au Sahel ou encore l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, ont annoncé des libérations de prisonniers particulièrement exposés au risque de contamination en milieu carcéral. La semaine dernière déjà, les chefs de plusieurs agences de l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé, ont appelé les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des détenus contre le virus en incitant à libérer les prisonniers non violents ou les plus exposés à la maladie. Notons que le Mali a officiellement déclaré environ 1500 cas de contamination et 57 décès. Au Niger, le poste militaire de Blabrine a subi une attaque meurtrière dans la nuit de lundi à mardi. Cette région de Difa, grande ville du sud-est du pays, a été la cible à plusieurs reprises ces dernières semaines d'attaques djihadistes. L'attaque perpétrée contre la base de Blabrine s'est soldée par des pertes en vies humaines, des dégâts et des pillages de matériel. Élus locaux et membres de la société civile de la région soupçonnent les combattants de Boko Haram d'en être à la base. De plus en plus, le Niger fait face presque quotidiennement à des attaques meurtrières qui visent pour la plupart l'armée. Depuis début mai, de violents combats ont régulièrement lieu dans la région de Difa entre l'armée nigérienne et des combattants islamistes. Samedi dernier, des roquettes sont tombées sur Difa. Le 13 mai, le Niger a affirmé qu'au moins 115 terroristes de Boko Haram ont été tués dans 2 opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Le 9 mai, des échanges de tirs ont opposé les 2 camps dans le même secteur, selon les autorités nigériennes. Le 3 mai, d'intenses combats ont opposé l'armée nigérienne et des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, issus d'une scission de Boko Haram autour du pont de Douchi. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens ont été tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette base militaire, selon le ministère de la Défense. Le Niger doit aussi faire face, dans l'Ouest, à ses frontières avec le Mali et le Burkina, aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara. Les violences djihadistes au centre du Sahel, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont, selon l'ONU, fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Le Lesotho dispose d'un nouveau Premier ministre depuis la démission ce mardi de Thomas Tabane. Mokwesi Majoro pourrait être un bon choix selon les citoyens qui désapprouvent aussi la longue durée aux affaires du Premier ministre sortant Thomas Tabane. On les écoute. Je jure que dans mes fonctions et en toutes circonstances, je serai un Premier ministre sincère et fidèle avec l'aide de Dieu. Ainsi s'exprimait le nouveau Premier ministre du Lesotho, Mokwesi Majoro, lors d'une cérémonie de prestation de serment organisée dans la capitale Maseru. Au pouvoir depuis 2017, le Premier ministre Thomas Tabane, 80 ans, a quitté ses fonctions ce mardi au thème d'une longue crise politique. Lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basoto, et sa coalition gouvernementale, il était pressé de prendre sa retraite depuis que, au début de l'année,
La justice l'a mis en cause dans l'assassinat de son ex-femme quelques jours avant de prendre ses fonctions. Thomas Taban a toujours nié farouchement être impliqué dans cette affaire. Après avoir longtemps résisté, il a été contraint de rendre les armes quand sa coalition gouvernementale lui a retiré son soutien au Parlement la semaine dernière. Pour sa dernière intervention publique, Thomas Taban a présenté ses excuses pour ses erreurs. Il est possible que j'ai fauté par inadvertance pendant mon mandat, a-t-il concédé. Membre du même parti que son prédécesseur, Mwekesi Majoro, âgé de 58 ans, a servi au Fonds monétaire international de 2008 à 2012 avant d'entrer au gouvernement où il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels. Faut-il le rappeler, l'ancien ministre des Finances Mwekesi Majoro, qui a officiellement été nommé premier ministre de Lesotho, a pris les rênes donc de son ministère ce mercredi déjà. Voici donc le compte rendu de cette cérémonie. Je pense que la façon dont le docteur Thomas Taban a démissionné est assez regrettable. Je pense que c'est une personne qui a été vénérée dans l'arène politique du Lesotho pendant très longtemps. Je pense qu'il est tombé dans le piège de la plupart de nos dirigeants qui sont là depuis un peu trop longtemps. En vieillissant, il est devenu plus sensible à l'influence et je pense que cela a peut-être terni son image. Je pense qu'il a servi le pays, mais un peu trop longtemps. On aimerait penser positivement. On penserait que le docteur Majoro, en tant qu'économiste, ayant une réputation mondiale, voudrait préserver cela et vraiment essayer de diriger le pays et de créer une sorte d'unité. Mais on se rend compte que la politique ne fonctionne pas de cette façon. En particulier avec notre politique africaine, même la présence de Majoro signifie qu'on lui doit une ou deux faveurs. Et il s'agit de savoir comment cela se passe. Avec le Congrès démocratique qui sort de l'opposition et qui fait maintenant partie de la coalition, il y a des comptes à régler. Cela ne va pas être aussi facile que nous aimerions le penser. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SIGA. Très bientôt.